BFM Business, BFM Crypto, les pros. Étienne Braque. Bonjour à tous et bienvenue, BFM Crypto comme tous les jours de 15h à 15h30 et puis rediffusion à partir de 21h30 avec trois invités comme chaque jour. Dans un instant, ça sera Vincent Gane, analyste financier, qui nous fera un point sur les derniers records qui ont été touchés, notamment sur le Bitcoin. J'ai également le plaisir d'accueillir Lilian Alaga. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste chez Cryptost et puis Cyril Sabag qui est également avec nous, directeur général de Melanion Capital. Merci d'être avec nous, de nous accompagner en plateau. Riche programme aujourd'hui. Dans un instant, on reviendra bien sûr sur les records, sur également la mise à jour qui est prévue demain concernant l'Ether et puis beaucoup d'actualités également concernant MicroStrategy qui rachète des bitcoins. Et puis vous avez même une interview hier de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, qui trouve que le bitcoin c'est fun. Il en a même racheté. Alors on verra la réaction de nos invités dans un instant. Juste avant, Vincent Gane, merci de répondre à l'appel de BFM Business, analyste financier indépendant. Comment vous regardez le parcours du Bitcoin ces dernières heures qui là se stabilise après les records touchés? Oui, bonjour Étienne, bonjour à tous. Alors effectivement, c'est la session boursière d'hier, la session boursière du 11 mars, qui a vu le cours du Bitcoin réaliser une cassure technique haussière de son ancien record historique. Alors je pense que les auditeurs et téléspectateurs s'en souviennent, c'était le précédent bull run, le record historique des 69 000 $ qui avait été établi en novembre 2021, à l'époque à la fin des taux d'intérêt zéro. Donc ces 69 000 $ sont dépassés. Alors qu'est-ce que ça signifie? Déjà quelques métriques. Voilà, ça fait toujours plaisir, des chiffres, ça permet de situer Bitcoin par rapport à d'autres marchés. Désormais, la capitalisation boursière de Bitcoin, elle atteint 1300 milliards de dollars. Alors ça ne dit peut-être pas grand-chose, mais sachez que ça place Bitcoin dans le top 10 des plus importantes capitalisations boursières mondiales, au niveau ou pas loin des stars de la tech US sur le marché action. Bon, c'est encore une capitalisation boursière qui est 10 fois inférieure à celle de l'or. C'est une petite chose à noter. Alors, lorsque l'on regarde l'ensemble des cycles haussiers passés de Bitcoin, le dépassement de l'ancien record historique est toujours traduit par une accélération haussière des cours. Donc, le dépassement des 69 000 $, désormais, l'enjeu, c'est d'éviter un piège technique, c'est-à-dire d'éviter sur la séance d'aujourd'hui, dès le lendemain, en fait, qu'on ne réintègre pas ces 69 000 $ et derrière, eh bien, on a une bonne probabilité d'aller chercher des nouvelles résistances. Alors, je termine sur cet aspect maintenant technique et résistance objective de cours, quelques observations. C'est tout d'abord la première fois dans tout le cycle de Bitcoin depuis 2009 que plusieurs semaines avant le halving, le marché dépasse son ancien record historique. Ça ne change pas grand-chose au sein de l'écosystème, le fait que Bitcoin reste leader, sa dominance continue d'avancer. Alors on est toujours dans une mini-saison des altcoins, mais il n'y a pas de vraie saison des alts. Ça viendra plus tard, après le halving, je pense. En attendant, la dominance de Bitcoin continue d'avancer. Je pense qu'elle a encore un bon potentiel de hausse. Et enfin, je termine sur les nouveaux objectifs techniques, graphiques, en tout cas en ce qui me concerne, parce que désormais, nous sommes dans un no man's land graphique, c'est-à-dire il n'y a plus, c'était facile avant, on avait les résistances passées, il n'y avait qu'à les viser. Maintenant, nous sommes dans un no man's land graphique. Pour déterminer les nouveaux objectifs de cours de Bitcoin, il y a un certain nombre de méthodes fondamentales. Moi, j'utilise aussi et surtout en fait des outils d'analyse technique et en particulier, on peut utiliser des extensions techniques. C'est sans rentrer dans les détails. Il faudrait comme ça que je puisse vous montrer des graphiques, mais sachez que la prochaine résistance technique, désormais théorique du coup, elle est à 76 000 $ et moi, mes outils d'analyse technique me disent que l'aboutissement de ce nouveau cycle haussier de Bitcoin, donc là je me projette sur la fin de l'année, se situe quelque part entre 99 000 et 107 000 $. Mais bon, ne préservons pas de l'avenir, c'est encore loin. Mais en tout cas, voilà. L'enjeu du jour, confirmer le dépassement des 69 000 $ pour éviter ce qu'on appelle un bull trap. 72 643 à l'instant. Toutes les cryptos qui sont en légère hausse. L'Ether qui gagne 0,4% au-delà des 4000, proche de son record. Solana plus 3%. Cardano un peu plus de 3% également à la hausse. Merci beaucoup Vincent Gane de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes analyste financier indépendant. Et puis encore pendant un bon 20 minutes, on est toujours avec nos deux invités, Lilian Alaga pour Cryptost et Cyril Sabag pour Melanion Capital. Bon, pour rebondir un petit peu à ce que vient de nous dire Vincent Gane, Lilian, comment vous voyez les derniers records avec en effet, comme nous dit Vincent, des plafonds de verre qui sautent de jour en jour? Alors en termes de plafond de verre, pour le coup, on n'en a plus du tout au-dessus de la tête, comme le disait Vincent. Ça y est, on a passé la TH. Je trouve que c'est particulièrement plaisant de refaire ces émissions, notamment quand on sait que voilà, on a démarré il y a 2 ans avec un prix du Bitcoin. Et je le voyais dans le retour aux alentours des
17 000 $, là, le voir à 72 000 $ affiché à l'écran, ça fait quand même vraiment plaisir. Et alors, moi, le petit élément qui me fait entre guillemets un petit peu peur, c'est de se dire qu'on est en train de casser les schémas qu'on pouvait connaître avant sur les précédents cycles, comme le disait très bien Vincent, à savoir qu'habituellement on casse cette ATH après le halving. Là, on est quand même très tôt. Ça se justifie, je pense, par ces ETF, et Cyril en parlera très bien à mon avis tout à l'heure, mais ces ETF, voilà, ont changé la donne. On le disait, de toute manière, ça a changé la donne, ça a apporté énormément de liquidité, et ça justifie le fait que le prix arrive aussi haut, aussi tôt. Aussitôt, parce qu'en effet, ça s'est fait à une vitesse hallucinante, quand même, ce retour, ce comeback des crypto-monnaies, Cyril Sabag. Oui, comme le dit Lilian, contrairement aux autres cycles, on a eu un facteur exogène. Et ce facteur exogène, c'est le lancement de ces ETF spot Bitcoin qui ont tout ramassé à leur passage, et avec aujourd'hui des flux qui sont simplement colossaux. Et je pèse mes mots, l'ETF de BlackRock est le meilleur lancement ever, voilà, de toute l'histoire des ETF aux États-Unis. C'est le meilleur lancement. On a des flux qui, en moyenne, sont de 400 millions de dollars par jour depuis le lancement des ETF. Donc on est très largement, d'ailleurs, au-dessus du nombre de bitcoins minés par jour. Et ce qui va être encore plus vrai après le halving. Donc un vrai sujet offre-demande. Et donc oui, ce facteur exogène est l'explication claire du fait qu'aujourd'hui on est sur des niveaux aussi élevés alors que le halving est censé arrive très prochainement. Est-ce que ça ne va pas un peu trop vite, cette hausse ? Parce que c'est vrai qu'elle étonne un peu plus d'un intervenant, et puis en même temps ça continue, comme vous le dites, avec ces ETF qui courent après. Oui, mais après, on a des mastodontes de la finance traditionnelle qui sont derrière. J'ai évoqué BlackRock. Il faut savoir que BlackRock, aujourd'hui, pèse juste avec cet ETF Bitcoin environ 14 milliards de dollars. Et BlackRock, en plus, continue à tisser sa toile. BlackRock va proposer cet ETF au sein d'allocations un peu plus globales. D'autres fonds, des fonds de fonds, qui pèsent plusieurs dizaines de milliards. Ils l'ont annoncé, ils ont aujourd'hui envoyé une demande à la SEC pour introduire l'ETF Bitcoin dans ces allocations qui étaient normalement des allocations traditionnelles. Donc, on voit mal comment ce flux va s'arrêter. Et c'est une vraie question aujourd'hui. J'ai une petite idée sur le sujet. Je ne sais pas, Lilian, ce que tu en penses. Mais... Pour moi, j'ai un peu de mal à croire qu'il va s'arrêter. En plus, actualité dont on n'avait pas prévu de parler, mais très rapidement, hier, c'est Vanek, un autre gestionnaire d'actifs, qui annonçait réduire ses frais à 0% jusqu'en mai 2025, ou alors jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain montant d'actifs sous gestion. Donc c'est la guerre de frais qui se relance. Je pense que c'est un élément qui va encore attirer énormément de monde. Et comme le disait Cyril la dernière fois qu'on était ensemble sur ce plateau, tous les canaux ne sont pas encore ouverts pour que, notamment les investisseurs particuliers, puissent bénéficier de ces ETF. Donc on a encore énormément de liquidités, de capitaux qui sont prêts à rentrer sur le marché. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ces ETF ont fini de nous surprendre. Je dirais que peut-être le revers de la médaille, et ce qui pourrait arrêter cette croissance et ce flux, c'est de se dire que finalement, avec un ETF, on financiarise un petit peu le Bitcoin, qui devient un élément, une poche d'un portefeuille global. Et donc, ça veut dire que si le marché se grippe à un moment, là on dit qu'on est plutôt en risk on, mais si on passe en risk off, on risque d'avoir les personnes qui font des allocations vouloir se séparer et vendre. C'est un comportement qu'on ne voit pas habituellement dans le monde crypto, qui est plutôt un comportement d'un monde financier. Donc, ça peut être un petit peu le revers de la médaille de cette financiarisation. En tout cas, c'est un des éléments qui peut peser. En ayant réfléchi un peu au sujet, c'est ce qui pourrait éventuellement peser sur une hausse continue. En clair, le marché action se grippe, donc on passe en mode risk-off. Et une partie du portefeuille est liquidée parce que maintenant, la question n'est plus est-ce que je mets de la crypto, est-ce que j'en mets 1 ou 2%, c'est est-ce que j'en mets 5 ou 10%. Donc ce sont les cryptos, et le Bitcoin en particulier, et dans les portefeuilles traditionnels des investisseurs, institutionnels et particuliers. C'est en train de s'institutionnaliser aux États-Unis, mais ça pourrait aussi arriver rapidement au Royaume-Uni. Hier, on a vu le gendarme ouvrir la porte à un ETF. Ça sera à suivre encore, mais ça pourrait être un élément de plus pour pousser le Bitcoin encore plus haut, Lilian. Oui, après... Cyril en est un exemple, ça existe depuis longtemps en Europe. Alors, bon, c'est pas un ETF
On en reparlera dans un instant. On en reparlera. C'est une alternative. Exactement. Mais il y en a aussi d'autres qui existent sous d'autres formes. Les ETP, les ETC, bon, c'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais je sais que ça existe déjà avec d'autres acteurs en Europe. Mais ce qui est certain, ce qu'on voit, c'est que la demande a augmenté pour ces produits-là. Et finalement, ça a même mis la lumière sur des produits dont la majorité des investisseurs n'avaient pas connaissance avant. Ce que je trouve surprenant, c'est qu'on commence à s'en inquiéter dès maintenant, alors que dès l'annonce de BlackRock qui souhaitait justement proposer cet ETF, déjà on se disait, bon bah ça y est, c'est quasiment fait. On se disait, c'est plus une question de savoir si oui ou non ça va être accepté, mais plutôt de quand est-ce que ça va être accepté. Et à ce moment-là, on aurait dû réagir, nous en Europe, en France et par exemple au Royaume-Uni, on aurait dû réagir plus tôt en se disant, bah, à nous de proposer quelque chose de similaire, à nous aussi de prendre en main le sujet Bitcoin, puisque c'est un sujet qui ne va pas sortir clairement des débats. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, avec un Donald Trump qui en parle, ça montre que c'est un sujet qui est important et qui intéresse. Au Royaume-Uni, en fait, ils n'ont fait que combler leur retard. Ils étaient très en retard, ils ne proposaient pas de produits. Donc là, ce qu'ils proposent, c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres pays en Europe. Voilà, et ils y vont petit à petit en le proposant uniquement aux investisseurs professionnels. Oui. Donc c'est vraiment, entre guillemets, ils n'avaient plus le choix. Ils étaient très très en retard en Europe et dans le monde. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont acceptés. Ça, c'est ce qui concerne le Bitcoin, hein, donc qui est quasiment à 72 000 $ ce mardi. Et puis il y a aussi l'Ethereum. On va en reparler demain, Lilian. Alors ça ne sera pas avec vous, mais en tout cas c'est demain qu'est prévue la mise à jour d'Ether. Ça va changer quoi, cette mise à jour? Quel impact sur les cours? Sachant que l'Ether n'est pas sur des records historiques, mais il a refranchi la barre symbolique des 4 000 $. Exactement. Alors, c'est une mise à jour qui est extrêmement importante. Ça va être une date vraiment à retenir dans l'histoire d'Ethereum. Une nouvelle date à inscrire dans son jeune calendrier, hein, bien sûr. C'est cette mise à jour d'Enkun. Alors, d'Enkun pour Deneb et Cancun, puisque, voilà, petite anecdote pour ceux qui nous écoutent, mais souvent, Ethereum a tendance à nommer ses mises à jour sur le nom de villes connues. Voilà, c'est fin de la parenthèse sur le sujet. Mais d'Enkun, c'est donc une mise à jour qui s'inscrit plus globalement dans une étape majeure de la roadmap d'Ethereum, de la feuille de route de ce projet, qui est immense, qui est très ambitieuse. Cette étape, elle s'appelle The Surge. D'accord. Et donc on a connu The Merge en septembre 2022, on en parlait sur ce plateau d'ailleurs, c'était vraiment voilà, le passage d'Ethereum vers le Proof of Stake, donc le changement du mécanisme qui régit le fonctionnement de cette blockchain. Avant c'était du Proof of Work comme Bitcoin, donc il y avait des mineurs qui donnaient de la puissance de calcul avec leurs machines pour permettre au réseau de fonctionner et d'être sécurisé. Et ben maintenant ce sont des validateurs, donc des gens qui vont verrouiller des Ethers dans le réseau. Donc voilà, ça c'était la première étape majeure. On est dans la deuxième étape, c'est The Surge donc, et cette mise à jour d'Enkun, elle était extrêmement attendue par la communauté parce qu'elle introduit un élément dont je vais vous parler. Alors le nom est barbare, ça s'appelle le proto-danksharding. Bon, c'est un nom technique, voilà, mais je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Mais avant de vous l'expliquer, je pense qu'il y a une petite mise en contexte qui est importante à faire. C'est que Ethereum rencontre aujourd'hui un problème majeur. C'est une blockchain où on peut développer des applications dessus qui sont autonomes, qui sont décentralisées, etc. Mais cette blockchain, elle fait face à un problème, c'est le trilemme de la blockchain. Voilà, c'est une théorie qui dit qu'une blockchain ne peut pas être à la fois décentralisée, sécurisée et scalable. Alors décentralisée, ça veut dire qu'il y a plein de nœuds partout dans le monde. Bon, c'est le cas pour Ethereum. Sécurisé, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui contribuent au mécanisme dont je parlais, donc le Proof of Stake. Il y a plein de gens qui vont déposer leur Ether dans le réseau. Donc ça marche aussi. Et la scalabilité, c'est le troisième point, et c'est un problème d'Ethereum, c'est le fait qu'une blockchain est capable, lorsqu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dessus, de maintenir un haut niveau de performance. Et pour Ethereum, c'est pas le cas. C'est-à-dire que il faut voir en fait ça comme une autoroute où il y a des bouchons. Quand il y a du trafic, vous prenez beaucoup plus de temps à faire votre trajet. C'est la même chose pour Ethereum. Les opérations sont beaucoup plus longues. Et en fait, il y a des gens qui disent moi, je suis prêt à payer plus cher que les autres si vous me faites passer devant. Et ainsi de suite, ça fait une escalade. Et les frais de transaction sur Ethereum atteignent des montants qui sont faramineux. Aujourd'hui, d'ailleurs, je testais hier, je devais faire une transaction, $250 pour faire une transaction. Bon, c'est clairement aberrant. On ne peut pas envisager qu'une blockchain qui se veuille être l'Internet de demain, dans lequel on construit toutes les applications, qui accueille des millions d'utilisateurs, ait des frais aussi grands. Donc évidemment, ça, les développeurs d'Ethereum le savent depuis longtemps. Et donc l'idée, c'est de changer un petit peu de paradigme et de dire qu'Ethereum va fonctionner grâce à des solutions, ce qu'on appelle de seconde couche. Donc c'est des blockchains qui se construisent sur Ethereum. Ces blockchains, elles font leurs transactions dans leur coin et puis de temps en temps, elles envoient des données à Ethereum pour dire voilà, on est rendu là, on a fait ça globalement. Mais elles stockent quand même ces données sur Ethereum et ça coûte cher puisque les frais sont chers. Mais ces blockchains de seconde couche, elles ont des frais qui sont quand même réduits. On parle de quelques dizaines de centimes de dollars, voire quelques dollars parfois. C'est bien, mais c'est pas encore très bien. Et donc il y a une autre nouveauté dans Ethereum qu'on appelle le sharding. Voilà, vous connectez avec le proto-danksharding. En fait, cette mise à jour demain d'Enkun qui aura lieu, c'est une première étape vers le sharding. Donc c'est en fait dire, on va améliorer la manière dont sont stockées les données des transactions de ces fameuses solutions de seconde couche. On va créer ce qu'on appelle des blobs. Donc voilà, c'est un petit espace de stockage de données qu'on ajoute à la blockchain.
Donc ces solutions de seconde couche vont venir stocker les données là, ça va coûter moins cher. Et l'avantage, c'est comme ce sont des données qui ne sont pas forcément très importantes, qu'on n'a pas besoin de garder longtemps, et ben on les supprime au bout de 2 semaines. Donc ça, c'est un gain de temps et c'est un gain d'espace pour Ethereum, donc ça va l'alléger. Et ça va surtout, et c'est là l'impact qu'on attend et qu'on attend depuis des mois, c'est que ça va réduire drastiquement les frais de transaction pour ces roll-up, pour ces solutions de seconde couche, pardon. Parce que quand vous allez utiliser, pour ceux qui nous écoutent, je parle de Optimism, Arbitrum, Starknet, toutes ces solutions-là, ces blockchains-là, quand vous avez payé des frais, ce que vous payez en fait, c'est justement le fait que les données doivent être stockées. Donc là, vous n'avez plus payé de frais qui sont énormes. On parle quand même d'une division par 50, 100 des frais de transaction. Enfin, c'est vraiment énorme. Et alors là, qu'est-ce que ça veut dire ? Les développeurs vont venir pour développer des applications, parce que les frais sont tellement faibles qu'on va pouvoir avoir plein d'utilisateurs qui vont venir. Pareil pour les utilisateurs, ils vont se détourner d'autres blockchains qui sont peut-être justement réputés pour leurs frais faibles et venir là-dessus, parce que ça y est, l'écosystème d'Ethereum va enfin être accessible au grand public. C'est un écosystème qui était longtemps boudé, et j'en parlais en janvier 2024, tout début d'année, sur mes réseaux sociaux. Je disais, je comprends pas pourquoi plus personne ne parle d'Ethereum, voire même le pointe du doigt. Et bien ça y est, là enfin, avec cette mise à jour, on va avoir une nouveauté qui va propulser, je pense, l'écosystème d'Ethereum. Alors, ça ne concerne pas évidemment Ethereum en direct pour les frais, donc ça, ce sera dans les étapes suivantes, mais pour tout cet écosystème d'Ethereum, donc là on parle des Arbitrum, Optimism, Starknet, toutes ces blockchains-là, eh bien les frais vont être réduits, et on peut s'imaginer que sur le marché, évidemment, alors là, je spécule bien sûr, mais que ça pourra avoir un impact sur le marché, bien entendu. À la hausse. Bien sûr, j'espère en tout cas. Ça sera à suivre. Comment vous regardez ça, Cyril Sabag ? $4 000 là pour un Ether. Oui, alors c'est toujours là pour le coup la vraie question, ça peut être on achète la rumeur et on vend la news potentiellement. En fait, c'est pour ça que les regards vont être tournés vers voilà, cette mise à jour, ce que ça va donner. Est-ce que les retours sont positifs ? Et c'est ça qui va déterminer si le mouvement haussier se continue ou pas. Il y a aussi pour le coup un ETF Ether qui doit voilà, prochainement être lancé, et c'est ce qui a aussi amené la spéculation. Donc on est un peu au milieu du guet. Enfin, je pense que les regards vont être tournés vers cette mise à jour, et voilà, on peut avoir un mouvement d'accélération haussier si ça se passe bien. Je rajouterais que ces mises à jour, elles ont été testées évidemment sur tous les réseaux de tests d'Ethereum. Ça s'est bien passé, donc on peut s'attendre à ce que ça se passe bien demain. Et oui, si ça se passe bien, alors il y a évidemment cet effet buy the rumor, sell the news. Moi, pour le coup, je le vois plutôt comme typiquement l'ETF Bitcoin à l'époque. Pour moi, c'est pas une simple nouvelle où ça y est, quand c'est fait, bon, on vend et on passe à autre chose. Non, là, il y a vraiment on ouvre un nouveau marché. On va pouvoir développer des applications qui vont coûter pas très cher à l'utilisation, et donc on va pouvoir attirer des utilisateurs. Enfin, en fait, on arrive à l'ambition finale d'Ethereum, qui est de dire, on va accueillir des millions d'utilisateurs. Donc pour moi, c'est pas vraiment ça. Et après, par rapport à l'ETF Ether, ça c'est encore un autre sujet. On pourra en parler quelques instants, mais il y a eu les prévisions qui avaient été données donc suite à l'approbation du premier ETF Spot Bitcoin, qui disait que on avait 80-90% de chances d'une approbation d'un ETF Ether d'ici mai. Là, elles ont été revues à la baisse à 20-30% de chances. Pas du tout étonné, on en parlait je crois ensemble d'ailleurs, Cyril, sur ce plateau. Je disais que pour Ethereum c'est un autre débat. Pour Bitcoin, voilà, maintenant on sait ce qu'est Bitcoin, on sait que c'est une valeur, c'est une commodities aux États-Unis. On est à peu près tous d'accord pour dire ça. En revanche, pour Ethereum c'est encore autre chose, donc pas sûr de l'approbation de cet ETF Etherspot. Peut-être que s'il est refusé d'ailleurs, ça impactera le cours à la baisse forcément. Mais voilà, pour moi quand même tous les voyants sont au vert pour qu'enfin Ether puisse bénéficier de toutes ces bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, ça a quand même été le cas depuis le début de l'année, puisqu'on a une surperformance, je crois, de Bitcoin. Avec donc cette mise à jour qui devrait avoir lieu demain pour l'Ether. Un dernier mot, parce qu'il nous reste un peu moins de 6 minutes, Cyril Sabag, sur votre ETF. Alors bon, en France, les ETF ne sont pas encore autorisés, les ETF spot, mais vous proposez un ETF qui là est agrémenté, bien sûr, qui ne permet pas d'acheter via l'ETF des cryptos, mais permet d'acheter des sociétés qui sont liées aux cryptos. Tout à fait. En fait, on investit sur des sociétés dont la sensibilité au sens mathématique du terme est très proche du Bitcoin. Donc, on a un panier de valeurs autour de la thématique et de l'écosystème crypto. Donc, c'est des mineurs, des sociétés qui sont au confluent de la finance et des cryptos, des sociétés de technologie blockchain ou des sociétés qui détiennent des cryptos dans leur bilan.
Avec notamment MicroStrategy. Valeur inévitable que vous avez dans votre ETF. Je voyais plus 50% en mars, plus 150% depuis le début de l'année. Oui, MicroStrategy, c'est assez impressionnant. Alors, un petit rappel. Donc, à la base, c'est un éditeur de logiciels qui a défrayé la chronique en 2020 quand ils ont annoncé investir 250 millions de dollars de trésorerie dans le Bitcoin. Et MicroStrategy ne s'est pas arrêté là, puisque aujourd'hui, ils détiennent près de 200 000 Bitcoin, soit environ 14 milliards de dollars. Et cette stratégie s'est révélée payante, puisque le coût d'acquisition de ces 14 milliards aujourd'hui a été plutôt de 6 milliards, donc une surperformance d'environ 115%. Et ça s'est traduit en termes de performance sur l'action MicroStrategy de façon assez extraordinaire. On doit être à plus 100% depuis le début de l'année. On est depuis le 1er janvier 2023 à plus de 700% de performance, là où le Bitcoin a fait 300%, donc largement dépassé le Bitcoin. Ce qui est assez contre-intuitif, c'est que depuis l'approbation des spots Bitcoin ETF, on aurait pu s'attendre à ce que MicroStrategy baisse parce qu'elle était beaucoup utilisée comme un proxy du Bitcoin. Or maintenant on a l'ETF, donc on aurait pu s'attendre à un arbitrage. Ben, c'est pas le cas. Pas du tout. Les gens continuent à investir dans MicroStrategy. Je pense que MicroStrategy bénéficie aussi d'un autre élément, c'est que c'est au confluent de l'action traditionnelle, de l'action tech. On voit que le S&P a cassé des records aussi. Donc finalement, il y a tout un environnement qui est très porteur pour la société. Et MicroStrategy a annoncé très récemment faire une levée de fonds avec une obligation convertible pour 600 millions de dollars pour continuer à acheter du Bitcoin. Et hier, ils ont annoncé ou en tout cas, ils ont acheté 12 000 Bitcoins, sachant ils l'ont acheté à quasiment sur des plus hauts historiques à la porte des 70 000 dollars. Donc, ils sont vraiment hyper confiants là à court terme, Lilian. C'est ce qui m'a étonné. Justement, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour nous, en tant qu'investisseurs sur le Bitcoin, de se dire que quelqu'un qui détient, une entreprise qui détient quasiment 1% de la quantité totale de Bitcoin en circulation, est toujours aussi confiant en fait sur le Bitcoin alors qu'il est à son ATH, à son plus haut historique. Donc c'était 68 500 dollars, je crois, le prix moyen d'achat pour leurs 12 000 Bitcoins. Ils continuent d'acheter. Pour eux, voilà, c'est un prix qui est encore correct, encore faible. Donc il y a une conviction en fait qui est très très long terme de la part de Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, et je trouve ça assez exceptionnel. Et je trouve que ce qu'il est en train de réaliser, c'est quand même assez fou. Je pense qu'on aura des films plus tard qui nous raconteront cette histoire-là, et j'ai hâte de les voir parce que voilà, on parle quand même d'un pari complètement fou qui s'avère pour l'instant payant, et j'espère pour lui qu'il continuera d'être payant. Voilà le cas de MicroStrategy. Alors, vous avez plus d'une dizaine de valeurs. Ça passe par Marathon Digital, CleanSpark. Donc, c'est des valeurs qui sont à la fois liées de près ou de loin aux cryptos. Parce que là, le cas de MicroStrategy, c'est vraiment le cas le plus emblématique qui est connu de tous. Oui, en fait, cet écosystème crypto, comme je le disais, est assez large. En fait, nous, on a 4 grosses typologies, vraiment les mineurs, donc là les sociétés que vous venez de nommer, des sociétés qui sont au confluent de la finance et de la crypto, je pense à une société comme Coinbase, des sociétés de technologie blockchain, et également, puisque c'est un élément important et MicroStrategy en fait partie, des sociétés qui détiennent des cryptos dans leur bilan. Et Coinbase qui gagne un peu plus de 30% depuis le début de l'année. Comment vous voyez l'avenir de Coinbase avec les records qui ont été touchés sur les cryptos et puis aussi sur la suite avec l'arrivée des ETF? Parce que forcément, eux, ça leur fait plus ou moins une concurrence, non? Alors, je dirais pas vraiment. En fait, ils en bénéficient. Déjà, ils bénéficient du contexte qui est très porteur pour les cryptos, puisque c'est une bourse crypto et donc les gens peuvent et investissent de plus en plus au travers de cette bourse. En plus, c'est l'unique bourse régulée en bourse, justement. L'unique bourse crypto régulée en bourse. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'ils sont des acteurs incontournables des ETF Bitcoin, puisque les Bitcoins sont achetés, la plupart des ETF achètent leurs Bitcoins sur Coinbase, et Coinbase est aussi le dépositaire de ces ETF. Donc, ils bénéficient de tout cet écosystème très porteur et de l'environnement très porteur actuel. Lilian Alaga, comment vous regardez le cas de Coinbase en bourse? Alors en bourse, pour le coup, je suis un petit peu moins, mais c'est plus sur l'état de la société, comme le disait Cyril. En fait, ils ont eu un tapis rouge qui leur a été déroulé aux États-Unis par la SEC en excluant Binance du territoire d'une certaine manière, et avec le fait que ce soit la société qui soit privilégiée, la bourse privilégiée pour stocker et échanger les bitcoins liés à tous ces ETF.
Là, clairement, Coinbase, pour moi, ça va être... en plus, leur arrivée en Europe, ils sont PSAN en France. Ça va devenir la première plateforme d'échange de crypto, je pense, en tout cas à mon avis, sur le moyen terme. Voilà, et l'IPO qui s'est déroulé en 2021 de Coinbase. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Lilian Alaga pour Cryptos de nous avoir accompagnés. Et puis Cyril Sabac, directeur général de Mellalion Capital, qui est donc à la tête de cette ETF. Donc vous nous rappelez le nom? Bitcoin Mellalion Bitcoin Equities, UCITS ETF. Voilà, si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez regarder sur internet un ETF donc qui est investi dans les valeurs en bourse qui sont liées de près ou de loin à la crypto. Et donc on se retrouve demain à partir de 15h, rediffusion à 21h30, et puis on reviendra bien sûr sur cette mise à jour majeure de l'Ether. BFM Business, BFM Crypto, le club.